Bonjour Lionel Jospin, ravi Bonjour. de vous accueillir sur TV5 Monde, ancien Premier ministre évidemment, et une personnalité de la gauche française qui s'intéresse aujourd'hui à Napoléon. Pourquoi Napoléon? Pourquoi ce mal napoléonien nous intéresse en 2014? Eh bien parce que je suis frappé par le contraste qui existe entre la renommée de Napoléon Bonaparte, y compris dans le monde d'ailleurs. Il y a des musées Napoléon dans un certain nombre de villes à l'étranger. Et puis les conséquences négatives pour la France, mais aussi pour l'Europe, des 15 ans de son passage météorique dans notre histoire. Oui, c'est-à-dire que vous dites en gros, il n'est pas la gloire qu'on a pu dire. Non, la gloire de ces soldats, sa gloire de génie militaire sont indiscutables. Le problème, c'est que cette gloire, fondée sur tant de victoires et de batailles remportées, se termine, au bout du compte, par un échec et par un abaissement de la France, et que donc les gloires qui ne sont pas constitutives de succès durable, eh bien, laisse comme un trouble dans la conscience collective. Oui. Alors c'est un génie militaire, vous le reconnaissez, il rénove l'administration française, c'est un homme de conquête, il naît de la guerre par la guerre. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore il fascine? Je crois que tous les grands conquérants fascinent. À travers le monde. Et puis, puisque je suis sur TV5 Monde, n'oublions pas que Napoléon ne s'intéresse pas qu'à l'Europe. Après tout, quand il y a la campagne d'Égypte, c'est pour couper la route des Indes aux Anglais, ce qui sera évidemment un échec. Ou quand il vend la Louisiane aux jeunes républiques américaines, et je ne lui en fais pas reproche, parce que les Américains n'auraient pas pu s'accepter des Français que des Anglais, un immense territoire au sein des États-Unis en train de se construire. Quand il va en Russie, on est à la fois en Europe et en Asie. Donc, il y a une vision du monde, il y a une intervention dans le monde de Napoléon, mais il y a aussi le combat sur les mers, très tôt remporté par les Anglais, malheureusement. Il y a le rétablissement de l'esclavage à Haïti, donc dans les Antilles. Mais c'est vrai que l'essentiel du sort de Napoléon et l'essentiel de ce qu'il fait se fait en Europe. Oui, et vous le disiez, donc tout s'écroule à un moment donné. Pourquoi tout s'écroule? Parce que c'est un pouvoir personnel despotique, parce que, comme vous le dites, il ne se soucie pas du peuple ni de ses armées? Je crois d'abord que tout s'écroule parce que Napoléon ne définit pas des buts de guerre réalistes pour la France. Oui, c'est un génie militaire au sens où il a la capacité à surprendre l'adversaire, il connaît le terrain merveilleusement par l'examen minutieux des cartes, il est capable de trouver le point faible d'un dispositif ennemi pour l'écraser. Donc il révolutionne un peu la stratégie militaire tout en s'inspirant des anciens. Mais il ne fixe pas à la France des buts réalistes, au contraire de l'Angleterre. Il change constamment d'alliés et d'ennemis, donc il aura au fond tout le monde contre lui à la fin. Et donc ce qu'il se propose au service de sa gloire personnelle se fait aux dépens des intérêts à long terme de la France. Et c'était quand même un des axes essentiels de la lecture de ce livre. Oui, mais alors ça veut dire, Lionel Jospin, finalement, que c'est l'échec du pouvoir personnel. La leçon, c'est ça? C'est-à-dire l'autocratie, l'homme providentiel, ça ne marche pas? Il y a aussi l'échec du pouvoir personnel. En France, effectivement, Napoléon est un administrateur hors pair. Il crée de nouvelles institutions, essentiellement administratives. Parce que de l'Empire, aucune institution politique ne restera. Par contre, un socle de granit, comme on dit, d'institutions, le Conseil d'État, la Cour des comptes, les lycées, les universités, à la Napoléon, c'est-à-dire très caporalisé, très domestiqué. Très centralisé. Les professeurs ne sont pas libres, la presse est sous la censure, si vous voulez, une censure complète. Napoléon déteste la presse libre. Mais pourquoi finalement aussi il échoue, y compris en France, c'est qu'il a un désir impérieux de domination, il veut décider de tout seul, et donc il aura des collaborateurs, il aura des gens qui le suivent, mais il ne sera pas capable de créer avec les grands dignitaires, avec les maréchaux, avec les généraux, une véritable complicité fondée sur le respect des hommes. Il méprise les hommes, il ne cache pas son mépris pour les hommes. Et quand il échoue à la fin de la bataille de France en 1814, donc dans la première défaite qui conduit à l'abdication, personne
n'est solidaire de lui. Oui. Les grands dignitaires l'abandonnent, les maréchaux le poussent à l'abdication, ceux qu'il a choyés au Sénat, tout d'un coup le condamnent. Et même le peuple. Oui. Le peuple ne se mobilise pas pour lui en aucune façon. Alors, ce que vous dites, Lionel Jospin, dans ce livre, la leçon finalement de tout ça, la leçon pour aujourd'hui, alors évidemment, vous convoquez l'histoire, vous convoquez De Gaulle, Pétain, vous dites Pétain était plus bonapartiste finalement que le général De Gaulle. Ça fait grincer des dents, ça. Bah, ça fait grincer des dents parce que comme De Gaulle est un personnage positif de notre histoire, ceux qui aiment Bonaparte ou le bonapartisme ont bien envie de le tirer vers le bonapartisme. Et comme Pétain est devenu, avec 40 et le régime de collaboration, un héros négatif, si l'on peut dire, alors évidemment, ils n'ont pas envie de l'avoir dans leur camp. Mais du point de vue du système politique, c'est clair. En plus, De Gaulle rétablit la République alors que Pétain, lui, l'a abolie. Donc Oui. je pense que cela est clair. Mais vous savez, dans ce texte, moi, je ne défends pas des thèses. Je ne veux pas dire, voilà les leçons que vous devez tirer de l'histoire pour l'action politique aujourd'hui. Je mène une réflexion qui me conduit vers le passé. Je remonte ensuite ce courant de l'histoire parce que il existera un courant bonapartiste effectivement dans toute l'histoire française. Il y en a encore des traces aujourd'hui, mais je laisse au lecteur le soin de tirer ses conclusions. Mais vous citez aussi, parfois, on juge ou on s'approprie en politique. On a beaucoup parlé de Nicolas Sarkozy, Alain Duhamel, vous le citez, ou le Front National, les fêtes de la Violette de l'UMP. Vous dites tout ça, c'est un peu extravagant quand même. Oui, je le crois, oui. Non pas ce qu'écrit Alain Duhamel, Oui. mais les références au bonapartisme, au césarisme aujourd'hui sont anachroniques, mais d'une certaine façon inquiétantes, parce que ça tend à répandre dans l'opinion l'idée que avec un chef charismatique qui, lui, serait capable d'interpréter les besoins du peuple, tout irait mieux. Et je pense que non seulement cela est faux, mais cela est dangereux. Oui. Vous savez, s'il y a quelqu'un qu'on peut apparenter au césarisme, au pouvoir personnel aujourd'hui, on citera Poutine. Bien sûr. Je ne pense pas que ce soit un exemple à suivre. Annexer la Crimée, c'est une attitude bonapartiste ? L'histoire de Napoléon est l'histoire d'une série d'annexions. Soit de pays ou de territoires qu'il transforme en départements français, soit de territoires qu'il protège, mais qu'en réalité il domine et que par ailleurs il pille. Donc aujourd'hui, c'est une aussi des leçons, ou plutôt un des intérêts de ce livre. Nous sommes dans une Europe unie. Nous ne sommes pas dans une Europe où les anciennes monarchies s'affrontent à ce pouvoir césariste qui, lui-même, est perçu par elles comme, d'une certaine façon, héritier de la Révolution, bien qu'il s'éloigne des messages de la Révolution. Nous sommes dans une Europe unie, et alors que nous sommes les amis des Espagnols, où il y a eu une guerre inexpiable, les amis des Allemands, alors que Napoléon a créé le nationalisme allemand contre la France, les amis de l'Italie ou de l'Autriche, eh bien, revisiter cette histoire, c'est important. Et ce que je dis dans ce livre aussi à cet égard, c'est que le destin de l'Europe aurait pu être plus fécond si Napoléon était resté fidèle au message d'émancipation de la Révolution française et non pas s'il s'était transformé en conquérant. Oui, et vous dites au moment, il fige l'Europe. Alors que vous dites, l'Europe doit être fière, défendre ses intérêts aujourd'hui. C'est-à-dire, il les veille, effectivement, il les branle, mais au bout du compte, comme il néglige les peuples, ces peuples vont se souder avec leur pouvoir monarchique. Et au Congrès de Vienne en 1815, c'est la vieille Europe qui s'impose et l'Europe va se réendormir alors que les émancipations nationales, les rêves patriotiques existaient en Italie, en Pologne, dans bien d'autres pays. Cette Europe réactionnaire et monarchique va se réinstaller pour 30 ans jusqu'aux révolutions de 1848. Aujourd'hui, évidemment, le panorama européen est très différent. Mais puisque l'Europe s'est unie, alors effectivement, qu'elle défende ses intérêts
et surtout qu'elle porte pour le monde un message de civilisation. Il y a aussi dans ce livre, Lionel Jospin, un appel finalement, un contre-pouvoir de ce que vous appelez finalement un peuple citoyen éveillé par rapport à cet homme providentiel ou à ce despotisme éventuel. Et vous vous dites finalement, c'est ça, c'est l'Europe des citoyens, c'est-à-dire une Europe qui n'asphyxie pas les peuples au nom de l'austérité, c'est-à-dire une Europe qui redonne le pouvoir au peuple. C'est ça votre rêve? Oui, d'une certaine façon. Bon, moi, je ne suis pas menacé par le mythe napoléonien. Et j'appartiens à la culture républicaine et à la culture démocratique. Je crois que le peuple ne peut se constituer lui-même dans un pays de 65 millions d'habitants comme le nôtre. Il ne peut pas se réunir en masse pour dire « voilà mes volontés ». Donc il ne peut exprimer ses volontés, ses besoins, ses désirs, ses craintes qu'à travers ses représentants, à ses représentants d'être aussi authentiques que possible, aussi respectueux des règles, et quand ils ne sont pas, ça crée un trouble, mais qu'on ne croit pas qu'un sauveur suprême, un chef charismatique va régler les problèmes, parce que tous les régimes despotiques sont des régimes occultes, sont des régimes où tout est caché, où tout est enfoui. On peut évidemment être un peu désespéré par le bruissement des affaires aujourd'hui, mais au moins en démocratie, on les connaît, la justice est indépendante, elle peut faire son travail, la presse est libre, elle peut dénoncer, et c'est une protection pour le citoyen. Dans les régimes despotiques, la corruption est généralement plus forte, mais la chape de plomb de l'autoritarisme est mise sur ces réalités, et donc que les citoyens soient exigeants, mais qu'ils se préoccupent de politique. Et peut-être, je ne veux pas faire allusion trop à l'actualité immédiate, mais par exemple, qu'ils aillent voter au municipal. Merci beaucoup, Lionel Jospin. On était ravis de vous avoir sur TV5 Monde. Le mal napoléonien, c'est donc le nouveau livre événement que vous publiez au Seuil. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.